Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh oui, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek. Salut Sean, ça va? Je t'ai surpris. Non, je sais pas ce que je fais là, je m'excuse. Je me suis trompé de conversation. T'étais pas là pour parler de Star Trek. Clairement, c'est le mauvais stream, excusez-moi. Il n'y a personne qui l'a téléporté par surprise. Ouais. Et Bonjour. salut Thierry, comment vas-tu? Ça va très bien et je te félicite pour ton intro très réussie. Boum. Pas comme ma dernière intro personnelle sur Retro Lodeck. C'était magnifique. Surtout que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment au moment du montage que voilà, il y a eu un épisode de Trek Analyse hors série apparemment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trek Analyse. Aujourd'hui, Marguerite n'est pas là, elle est avec nous dans le cœur et dans l'esprit. On la retrouvera pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour la prochaine émission. Mais c'est pas grave, parce qu'on va parler d'un épisode assez... j'allais dire médiocre, mais Thierry me regarde du coin de l'œil, l'air de dire. Assez... on va parler d'un épisode. Ouais, voilà, mais moyen, quoi, pas non plus primordial. On va parler de The Eye of the Beholder, qui s'appelle en français, Sean. Alors là. Ça veut dire quoi, The Eye of the Beholder? The Eye of the Beholder, c'est genre l'œil de... c'est le regard de celui qui regarde, on va dire, tu sais. Eh bien oui, c'est pour ça qu'en français, il s'appelle La planète mystérieuse. Ah, et okay. Ah, oui. Le LGBT Enterprise que je trouve très rigolo, très beau, c'est marrant. Et voilà, elle est jolie, hein, cette petite pancarte. Simple, sobre. Ils se sont dit, ils ont pas voulu mettre les extraterrestres. C'est dommage. mais en même temps, ils étaient tellement particuliers. Bref, nous allons donc parler de l'épisode 15 de la saison 1, The Eye of the Beholder, ou La planète mystérieuse, en version française, diffusée pour la première fois le 5 janvier 1974. C'était donc le renouveau du Star Trek en 1974. Première diffusion d'un Star Trek à cette année-là. J'ai voulu tenter un truc, mais c'est pas sorti comme je pensais. Et qui se déroule à la date stellaire du 5501.2, scénarisé par David P. Harmon. Thierry. Tout à fait. David P. Harmon, il rentre dans sa grande tradition des scénaristes de TOS qui reviennent écrire des épisodes pour la série animée. Donc lui, il a écrit 2 épisodes de la saison 2 de TOS, The Deadly Years, et A Piece of the Action. Et il explique, alors je ne sais pas comment tourner ça en français, mais en gros il explique que il n'a écrit l'épisode que parce que Dorothy Fontana le lui a demandé. Waouh. Donc si je retourne le truc, en gros s'il n'y avait pas eu Dorothy Fontana, il n'aurait pas écrit l'épisode pour la série animée. Quoi. Comme on dit souvent, hop là, trust Dorothy. Ça ne veut pas dire qu'il était forcément désintéressé ou qu'il n'a pas mis de tout son corps dans l'épisode qu'il a écrit. Il n'est pas d'accord. Je suis juste en train de dire ça ne veut pas forcément dire ça. Non, je pense que c'est une bonne précision que tu fais, Sean. Ça veut juste dire que peut-être que ça lui serait pas venu à l'esprit tout seul de faire ça, mais tu sais, des fois quand on te propose des projets ou... Je ne sais pas exactement quel est le sous-texte derrière ça, mais en gros, voilà, il dit que c'est pour elle qu'il l'a fait et pour personne d'autre, quoi, en gros. Et donc, surtout pas pour le fric. Hein. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de fric là non plus, là, genre les scénaristes de TAS. Non, oui, c'est vrai que... C'était pas la mine d'or, quoi, genre. Oui, je pense pas, non, il n'y avait pas un énorme budget sur la série non plus, donc... Bon. Quand tu vois que le producteur de la série avait besoin de venir faire des voix parce qu'il n'avait pas de quoi payer des comédiens. C'est Walter Koenig qui a écrit un épisode, mais je ne l'entends jamais parler du fait que c'est vraiment ça qui lui a rapporté le plus dans sa carrière Star Trek. Genre, les royalties de l'épisode de TAS que j'ai écrit, c'est fou. Tu l'entends pas tout court. Walter Koenig, il parle plus trop. Il fait pas trop de déclarations. Je suis mal cadré, désolé. Hop là. Et donc, rien de plus sur David Harmon. Tu nous fais l'écriture? Pas du tout. L'ouverture?
Eh ben allez, allons-y. Ouais. C'est un épisode qui ouvre directement avec le générique, avant la saison 1. Avant le... Bref. Ouais, comme tous les épisodes de la série animée, je crois. Mais non. Ah non, t'en avais trouvé quelques-uns. Au tout début, il y en avait un ou deux, ouais. C'est pour ça, maintenant, je continue de le marquer, mais c'est vrai que, sur 15, on doit être à 13. Oui, je sais pas pourquoi ils ont perdu cette habitude, mais bon. Moi, ça ne me gêne pas spécialement. Bon, allez, j'y vais. Journal du capitaine, date stellaire 5501.2. Nous sommes en orbite autour de la planète Lactra 7. Notre mission est de découvrir la situation ou le destin d'une équipe de 6 scientifiques. Les contacts vocaux étant vains, une équipe a été téléportée à bord pour voir si le journal et les ordinateurs du vaisseau déserté pouvaient nous informer. Et donc, scène numéro 1, nous retrouvons l'Enterprise en orbite autour d'une planète pour mener une enquête. Dans la salle de réunion... Tu penseras à mettre les captures. Oui. Alors, je l'ai supprimé au lieu de la mettre, t'as vu ça. Prof, Kirk, Spock et Scotty regardent un écran sur lequel un homme répondant au nom de Markel annonce s'être téléporté avec les derniers membres de son équipage au secours des autres sur la planète. D'un geste de colère, Kirk éteint l'écran. « C'était contraire aux ordres !» hurle-t-il. « Quel que soit ton grade, tu dois suivre les ordres !» « C'est vrai que vous autres, les humains, vous avez du mal avec ça, » répond Spock. Et je trouve ça très drôle. Oui, et c'est d'autant plus ironique en plus qu'il répond à Kirk, quoi. Où je pense que ce stade-là, c'est pas la première fois qu'il contredit des ordres. C'est marrant ça. Kirk demande à Spock un rapport sur la planète en dessous. Elle s'appelle donc Lactose 7 et est totalement semblable à la Terre. Elle a peut-être des êtres vivants dessus, mais rien n'est sûr. Et non. Mais il faudrait un scan complet pour en savoir plus. Et là, j'ai marqué « Pardon ?» C'est étrange. D'habitude, ils arrivent, ils passent un coup de scan, ils disent « Bon, ben là, il y a des êtres vivants à tel endroit, il y a des... » Enfin, c'est bizarre. Je pense que comme l'objectif était le vaisseau au départ, ils se sont concentrés là-dessus, ils n'ont pas pensé à scanner la planète, quoi. Moi, je trouve ça super chelou. Bon, bref. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils arrivent près d'une planète et qu'ils la scannent pas, ouais. C'est surprenant, ouais. C'est peut-être pas standard à ce moment-là. Non, c'est pas là. Peut-être ça prend des ressources. Là, ça prend de l'énergie, ça gruge de l'énergie sur le vaisseau. T'es pas obligé de tout scanner, sinon t'es toujours en train de scanner tout ce qui passe à côté de toi, quoi. Là, pour le coup, c'est une mission de sauvetage. Donc, s'il y a bien un moment où il faut tout scanner... Ah, mes couilles. Waouh, ok. Mais de toute façon, ce serait trop long. Alors, Kirk dit « Hey, risk is our business !» On y va tous les trois. Et les trois se font téléporter à bord. J'ai bien aimé cette phrase « risk is our business » parce qu'il me semble que ils le disent déjà dans la série, non ? Il n'y a pas eu un... Ça fait pas partie des fameuses phrases de la série originale ? Ou c'est que dans les films qu'ils le disent ? Alors là, tu me poses une colle, perso. Parce que Kirk le dit dans un ou deux films, et même dans TNG, je crois que ça se dit, mais il me semble que dans la... Bon, bref. J'étais tout content. Scène numéro 2, oui. Oui, dans Return to Tomorrow, j'ai fait une petite recherche. Effectivement, il le dit. Ok. Voilà. Et c'est Kirk qui le dit. C'est vraiment rien, c'est pas vraiment une plainte, c'est juste une petite remarque. Je trouve que souvent, on a tendance à oublier que Spock est en fait aussi humain, il n'est pas juste Vulcain. Et le fait que lui se permet de faire une petite remarque sur les humains, vous faites souvent un peu comme ça, mais il y a aussi un moment où le docteur lui répond quelque chose du style « Vous autres les Vulcains, et vous êtes pas drôle » ou je sais pas ce qu'il lui dit. Et on dirait que des fois, même les scénaristes, tout le monde oublie qu'il est en fait... c'est aussi un peu justifié scénaristiquement parce que Spock fait tout pour effacer sa part humaine. Oui, il essaye d'oublier Discovery puis Strange New Worlds au maximum, quoi. Il essaye de plus jamais être comme ça, quoi.
Dans la série originale, ça fait partie de ses combats. Cette torpille. Oui, totalement, ouais. Ouais, c'est même c'est un peu évoqué d'ailleurs dans Yesteryear, où en gros il a fait un choix entre sa part humaine et sa part vulcaine, et puis il a choisi d'être vulcain, quoi. Ouais. Scène numéro 2, dans la salle de télétransportation, Scotty indique que Arex a trouvé des traces de vie, mais pas de ville ou autre. Kirk répond Osef. En tout cas, ça confirme qu'ils ont fait un scan avant de se téléporter quand même. Ouais. Pas très approfondi, parce que quand même, il sera réapprofondi encore un peu plus tard, mais ouais, bon, moi je trouve ça quand même très étrange. Scène numéro 3. Le groupe arrive sur une planète avec des flaques d'eau bouillante partout. À peine arrivés, ils se font attaquer par un monstre rouge géant. Les 3 tirent dessus et ils s'effondrent. Après avoir appelé par son communicateur, Kirk reçoit de la friture. Il raccroche et dit « C'est par là ». C'est trop chelou. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat, de ce monstre ? Bah, écoute, moi je continue avec mon idée que les auteurs de la série, les auteurs de la série animée étaient fans de Kaiju, parce que dès qu'ils ont l'occasion de mettre un monstre géant, ils en mettent un. Et là, il y en a 2 dans celui-là. Ouais. T'allais dire quelque chose, Sean, non ? Le combat est pas palpitant pour moi. Là. Le combat me fait rien. Mais si on peut appeler ça un combat, là. Mais le monstre, autant ridicule soit-il, je l'aime bien. J'aime bien avoir de la diversité dans mes kaiju. Moi aussi, surtout que le deuxième est pas forcément très intéressant. Il n'est pas tout à fait rose, celui-là. Il est rose adjacent, tu vois. Rose crevette cuite. Il y avait mon fils avec moi quand j'ai regardé cet épisode, et quand il a vu le combat, il m'a regardé, il m'a dit « Mais c'est nul !» Le pauvre. Ouais, là, pour le coup, j'ai trouvé dur. D'habitude, il est plutôt bon public, mais là, il n'avait pas envie. Bah, en vrai, c'est comme dit Sean, il dit si on peut appeler ça un combat, c'est vrai que c'est pas un combat en fait. Il y a un gros monstre qui les charge, il lui tire dessus, ils le mettent en fuite, terminé quoi. Ils tirent 2 fois chacun, donc ça fait 6 tirs qui finissent par les faire s'effondrer. Donc il est assez costaud. Hein. Bref. On voit que dans la série animée que les phasers sur les réglages de base, ils sont quand même assez peu efficaces contre les gros monstres. De l'espace. J'aime bien, moi, la pose, la composition de l'image, là, quand il tire. Oui. Ouais. Ça rend, je trouve que ça rend vraiment bien. Ils sont classe, c'est des bons. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce truc-là, le communicateur qu'on entend juste de la friture ? Kirk raccroche et il dit « C'est par là ». Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il a entendu ? Qu'est-ce que c'était ? C'est pas un radar, c'est un communicateur, c'est quoi ? Oui, c'est bizarre. Alors, est-ce que... honnêtement, j'ai pas... Moi, j'ai regardé l'épisode il y a plusieurs jours, en fait, parce que je voulais prendre... Et t'avais coupé le son. Du coup, je l'ai moins en tête. Non, c'est pas ça, c'est que je l'ai moins en tête, et du coup, ce passage, je me rappelle pas très bien, mais je me rappelle qu'il y avait effectivement de la friture sur le communicateur. Mais moi, dans ma tête, mais peut-être j'ai déformé le souvenir, on entendait vaguement une voix et je me disais, Kirk, il a compris quoi. Il a compris quelque chose, en tout cas suffisamment pour voir une direction. Mais après, je me souviens peut-être mal, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Donc Kirk raccroche et dit « C'est par là ». Et ils y allèrent, avant d'encore tomber sur un autre monstre assez terrifiant, qui lui s'effondre avec une très belle animation, probablement chouré quelque part. J'ai pas lu le magazine, pas le guide, ils en parlent dedans peut-être ? Non, c'est pas mentionné, c'est juste dit que c'est Bob Klein qui a designé tous les monstres. Okay. Donc toujours, de toute façon, c'est toujours lui qui design les trucs, hein. J'ai l'impression, et il s'est inspiré, j'aurais dû le noter ça. Il s'est inspiré d'un truc pour ces monstres. Et je sais plus. Le temps que tu le dises, celui-là, je le trouve
je disais tout à l'heure, un peu moins intéressant, parce qu'il ressemble aux deux monstres, vous savez, de l'épisode avec Harry Mudd, mais en plus cool. Et ce qui est un peu étrange, tu vois, c'est que il est plus cool que les deux autres, mais il leur ressemble trop, et du coup, bof. Je trouve que les formes sur le front ou le crâne, surtout avec cette couleur différente, ça me donne un effet Pokémon un petit peu. Ouais, oui. C'est vrai. Mais sinon, l'animation. Comment tu l'appellerais Rock on. Tigre-Pierre. Roxia. Roxzilla. Mais sinon, dans l'animation, la manière dont il tombe, mais je sais que c'est globalement la même époque, mais ça me fait penser à, je pense en français, c'est Petit Pied. Mais c'est The Land Before Time en anglais. C'est l'espèce de film d'animation des petits dinosaures. Sur le petit Diplodocus, là. Ouais, le petit Diplodocus. Il y en a un qui meurt comme ça. Des collègues, je sais plus s'il y en a qui meurt comme ça, mais c'est dans le style de dessin, puis c'est sûrement parce que c'est... Ouais, alors, juste pour information, il y a 14 ou 16 de ces films-là. Oui, mais ça, c'est le tout premier. Vous voyez, il y a des trucs écrits très étranges dessus, en transparence et tout, machin. Ce Blu-ray est introuvable. Il m'a coûté 35 €. J'ai dû le faire importer du Mexique. Du Mexique? Ouais. Oh, pour pouvoir le diffuser. Et pourtant, il y a la VF et il y a les sous-titres français. Et pour pouvoir le diffuser au cinéma de mon village avec mon association du cinéma pour le diffuser légalement. Je sais pas. J'ai cherché sur Internet et peut-être que le mec qui l'a vendu était au Mexique à ce moment-là. Je sais pas. J'ai galéré. Je suis allé le chercher sur eBay et tout. Ça a été une galère parce que on n'arrivait pas à trouver de qualité Blu-ray tout court. Et donc je l'ai. Et c'est une pièce de collection rare. Et voilà. Bref. Et donc du coup, oui. J'ai l'info. Bob Klein, il s'est inspiré de Fantasia. Le Fantasia de Disney. Pour designer les monstres, il explique qu'il aimait le niveau de simplicité, de cartoonicité, je ne sais pas comment traduire en français, et de réalisme, tout mélangé ensemble. Et que ça avait un effet puissant et qu'il voulait refaire un peu ça, quoi. Voilà. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Sean? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Ok. Donc, le monstre s'effondre avec une belle animation, probablement chourée quelque part. Mais, oh mon Dieu! Prof est coincé sous le monstre. Quel tocard. Comment? Enfin bon, bref. Scène numéro 4. Après Spock, quelques instants... excuse-moi, Spock prend le temps de dire qu'il n'est pas blessé. Mais il ne dit pas qu'il n'est pas blessé. Il dit qu'il n'est pas endommagé. Ah oui, Spock n'est pas... Oui. Je trouve ça il lui très dit drôle. comment ça va et il dit je I am undamaged. Ok. C'est pas Data. Ouais, c'est bon, Data. Je trouve ça drôle. Scène numéro 4. Après quelques instants, Kirk et Spock parviennent à le sortir de là. Ils ont dû creuser. D'après Spock, il ne reste plus que 1,1 km avant d'arriver à sortir du désert. Donc autant dire qu'il ne reste rien. Haha. Je pense que les gens qui ont utilisé on l'avait déjà dit, que dans Star Trek, on utilisait le système métrique. Mais je pense que la personne qui a fait ce dialogue n'a aucun sens de combien représente 1,1 km. Parce qu'ils sont là, ah ouais, c'est encore long. Non, c'est 1 km, c'est à pied, c'est une demi-heure, quoi. Enfin, c'est pas, vu leurs conditions physiques, c'est pas très compliqué. Une demi-heure ou 45 minutes si vous marchez avec un déambulateur. Ok, d'accord. Après, ça dépend. C'était une... Ça dépend. C'est 1 km avec ou sans kaiju qui te suivent. Oui, d'accord. Ouais, c'est sûr qu'ils doivent être un peu plus stressés. Oui, c'est vrai. Bon, bref. Scène numéro 5. Soudain, Kirk et Spock discutent de la situation. Kirk est surpris car il lui a
il lui semble, avoir déjà vu un tel monstre. Et Spock se demande si, avec un environnement semblable, l'évolution peut être la même sur plusieurs planètes. Réflexion que je trouve assez intéressante. Mais tout ça n'arrange pas Prof, qui dit qu'il a des épines dans le pied. Le Bones de cet épisode est insupportable. Il passe son temps à faire deux choses. La première, c'est être le comic relief. La deuxième, c'est vanner Spock. Ou entrer en confrontation avec Spock. Et là, ils sont en train de parler de l'évolution, de comment une planète peut-elle évoluer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal que ça ressemble autant à une autre planète? Et l'autre, il dit j'ai du sable dans les bottes. Et Spock qui lui dit vos remarques scientifiques, elles sont très pertinentes, docteur. Ouais. Je dis ouais, franchement, ça sert à quoi de lui avoir fait dire ça? Je pense que c'est totalement pour la réplique de Spock. Je pense que le scénariste aimait beaucoup les chamailleries entre Kirk et Bones. N'importe quoi, entre Spock et Bones, qui existait dans la série originale. Et comme il aimait beaucoup ça, il en a foutu plein son début d'épisode. Et toutes les 3 secondes, il y en a une. Je pense que c'est juste ça, en fait. Moi, ça m'amuse, pour le coup. Je trouve ça rigolo. La blague était très drôle. Moi, sur le coup, comme je vous dis, de suite, j'ai pris mon téléphone, je vous ai envoyé un message, j'ai dit, il y a une référence à Kaamelott. Évidemment que non. Mais ça m'a fait beaucoup rigoler, celle-là. Mais après, il y a une redondance quand même. Ouais, oui. Ça, je comprends que ça puisse être lourd. Moi, ça me l'a pas fait, mais ouais. Oui, il parle du concept de convergence évolutive, en fait. Et je trouve ça très intéressant. C'est un truc qui existe vraiment sur Terre, en tout cas. Tu as des espèces animales qui vont dans des environnements similaires, mais dans des lieux très distants, qui vont développer des caractéristiques similaires. Et qui vont... alors, ça peut aller jusqu'à des animaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, alors qu'ils ne sont pas du tout la même espèce. Ouais. Ou à des trucs tout bêtes, comme les ailes, par exemple. Ça rentre dans le contexte de la convergence évolutive. C'est-à-dire que c'est un organe qui s'est développé de manière complètement séparée plusieurs fois dans l'histoire de l'évolution. C'est ouf. Est-ce que les pyramides, ça compte aussi? Si les pyramides étaient des animaux, peut-être. On a foutu des pyramides partout. On parle de cette idée de réalisation qui est très fun, mais qui sert absolument à rien. Du reflet dans le lac? Ouais, on ne voit jamais leur tête, leur vraie tête, par reflet, quoi. On voit toute la conversation par le reflet dans le lac. Je présente juste la scène. Ouais. C'est une idée de mise en scène. Je présente juste la scène et on en parle. Scène numéro 6, donc, encore un peu plus loin, le groupe arrive à l'orée d'une forêt avec un lac. Kirk appelle l'Enterprise. Scotty indique qu'il y a beaucoup de formes de vie à 100 km de là où il se trouve. Prof ose espérer que ce sont les survivants qu'il cherche. Mais avant ça, il voudrait boire une lampée de l'eau du lac. Spock la teste, mais il dit qu'elle est trop pure. Kirk traduit par « trop belle pour être vraie ». En gros, Spock dit que la planète a été façonnée et n'a pas évolué par elle-même. Et qui dit terraformation dit espèce intelligente. Et à nouveau, le groupe se fait attaquer, cette fois par un nouveau genre de Dickbat. Le groupe tire dessus, mais ce qui fait fuir les Dickbat semble plutôt être un champ de force invisible. Voilà qui est étrange, mais oh mon Dieu! Un truc indescriptible vient de choper Kirk. On voit les 3 membres de Starfleet tenus par un genre de main au bout d'une trompe d'un genre de limace rose géante. J'ai rien de mieux pour les décrire, désolé. C'est très gastéropode. Désolé, je pensais pas que la scène était aussi longue en fait quand je t'ai dit je la présente. Donc si tu veux, on peut revenir au lac. Oui, mais moi je trouve ça cool. C'est une idée de mise en scène assez sympa. Oui, je suis d'accord. Puis je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas forcément toujours besoin que la mise en scène veuille dire quelque chose. Mais c'est vrai que c'était à noter, quoi. Parce que, tu vois, par rapport à des trucs que toi, tu avais mentionné dans je sais plus quel épisode de la saison 3 d'Enterprise, où il y avait des effets de miroir
et que c'était cohérent avec le scénario parce que ça montrait qu'il y avait une duplicité, je sais pas quoi, tu t'avais expliqué, je me rappelle plus. Ça t'a tellement saoulé, ça. Pour le coup, ça aurait pu être un truc comme ça, là. Mais en fait, pas du tout. C'est juste parce que je pense qu'ils trouvaient ça joli ou marrant de faire ça. Et voilà. De toute façon, dans un cadre où t'as pas de budget pour animer tes personnages et que par conséquent les personnages sont toujours dans les mêmes positions et ont toujours les mêmes mimiques faciales, je pense que la moindre petite idée de mise en scène comme ça, tu te dis oui, faut y aller. Et c'est cool. C'est vrai, ça dynamise un peu les choses. Ouais. Ne serait-ce qu'en termes de cool, quoi, c'est cool. T'aimes bien, Sean? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est sympa de prendre ce genre d'initiative. C'est sûr qu'en général, si tu regardes un film d'auteur ou n'importe quoi, il y a souvent une vision ou une idée derrière l'application d'une façon de réaliser. Fait que si tu fais quelque chose comme ça et que tu montres des reflets, c'est parce que ça va porter ses fruits plus tard dans l'histoire, ou je sais pas moi, tu essaies de montrer l'effet miroir de la personne, quelque chose comme ça. Il n'y a même pas forcément besoin de parler de films d'auteur, hein. On le voit même dans les blockbusters, hein, le travail de mise en scène qui... Enfin, oui. Ouais. Là, c'est inutile, quoi. Là, c'est vraiment juste pour dire, genre, ça me tente de... je sais pas, ça leur tentait de pas dessiner la suite des arbres, en fait. Ils voulaient juste s'assurer d'avoir un fond juste plus simple. Non, c'est même pas vrai, il dessine toute la forêt. Et où il est le lac, là, à ce moment-là, c'est incroyable. Ouais, il est chelou, hein, il est juste à droite. En fait, c'est le reflet du lac. Tu peux dire qu'ils ont bougé, mais on les a pas vus bouger. Tu vois, donc et puis c'est l'espace, c'est vraiment... on passe d'un plan à l'autre, ouais. Et je trouve très joli ce plan aussi. Ouais, c'est assez avec cool. Un raccourci comme ça, là, c'est sympa. Ouais. Sur cet épisode, je trouve qu'ils se sont fait chier sur la mise en scène. Alors, est-ce qu'ils avaient un peu plus de temps ou un peu plus de budget? Je sais pas. Ils y ont passé toutes les vacances de Noël. Peut-être. Ah ben oui, c'est le premier de l'année. Et tu rigoles, mais ça se trouve, c'est un truc dans ce genre-là. Hein. C'est très probablement ça, parce que le précédent, c'était le 15 décembre. Ah ben non, 2 semaines. 2 semaines. Il s'est fait envoyer chez lui pendant les vacances de Noël. C'est comme toi, ton projet, c'est de trouver des plans dynamiques. Pour le 25 au soir. Je veux que ce soit sur mon bureau. Non, parce que c'est raccourci sur les personnages. J'ai l'impression que c'est pas un truc. C'est pas partie des lots d'images qu'ils ont déjà sous la main et qu'ils réutilisent. Non. J'ai l'impression qu'ils l'ont redessiné. Ça fait très pochette d'album. Hein. Mais... Oui, aussi, ouais. Vous voyez, remets le lac. Ouais, pareil, ça pourrait faire un truc. Beastie Boys. Ouais. Yeah. Bah, remarque. Ah oui, c'est ça aussi. Ça aussi, ça claque. Ça. Ça aussi, ça pourrait faire pochette d'album. D'ailleurs, on s'est pas arrêté sur le tir de phaser, mais je trouve qu'il était contrairement cool à beaucoup d'images de combat. Là, je trouve que c'était plutôt bien fichu. Elle est sympa cette image. Ses yeux sont très expressifs sur cette image-là. Pour une fois. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'adore cette série. Je la défendrai jusqu'au bout, mais il faut l'avouer, quoi. Les yeux sont pas très expressifs de manière générale, quoi. Ok. Sean, t'es heureux d'avoir revu des Dick-Bat? Bah oui, toujours. Voilà. Ah oui, alors les... Ils sont fantastiques. Ils sont pointus en plus. C'est les swoopers. Mais sauf que c'est pas exactement les mêmes. Pas du tout. Parce que... Ils n'ont pas de tentacules. Voilà, c'est la seule différence, c'est qu'ils ont. Et pas si ils ont un œil supplémentaire. Hein. Bon. Ah, c'est marrant, là, sur cet angle, il l'a pas. Là, on dirait qu'il. Ah non, ils ont voulu dessiner l'autre. Ok. Ouais, non, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça... ils ont fait n'importe quoi. Pas le plus talentueux des dessinateurs qui s'est occupé de cette scène en spécifique. Mais c'est le même. C'est le même dernier, il n'y avait plus de budget ni de temps. Oui, c'est le même cri en plus. Voilà, c'est marrant. Et ça fait 3 bestioles qui réutilisent ce cri. Oui, le cri est assez récurrent dans le ouais, et dans le prochain épisode qui s'appelle Djihad, cette fois-ci. Djihad, ça y est. Il y aura un nouveau ce cri, je crois. Est-ce qu'il s'appelle quand même Djihad en français? Ah. Oh mon Dieu. Okay. On te posera la question l'épisode prochain. Tu révises.
Et les gastéropodes de l'espace, que voilà. Je les adore. Oui, moi aussi. Je les trouve nuls. Moi, j'aime bien parce que en fait, ils ont l'air complètement cons. Oui. Et en fait, c'est ça que je trouve très cool, c'est qu'ils sont super intelligents, plus que des humains, plus que des Vulcains, mais ça se voit pas du tout. Et du coup, ça confronte un peu nos idées reçues, nos biais anthropocentriques. Ok. Ça me fait penser à de la bande dessinée franco-belge, un petit peu la manière dont ils sont C'est vrai, il y a quelque chose de... Il me dégage un peu du Obélix, c'est... Non, mais parce que tu sais, des fois, Obélix, il fait des espèces de petits yeux d'abruti quand il a clairement pas compris quelque chose. Là, si vous voyez ce que je veux dire dans les bandes dessinées, fait que, ça donne un peu ça, tu sais. Sauf qu'effectivement, eux sont très intelligents, Obélix, non, pas toujours. Moi, je pensais que tu allais nous citer les planètes d'Aldébarande ou des trucs comme ça. Du Ah non, bah non. Non, ils ont les yeux du métal hurlant. Non. Non. Ok. Oui, c'est vrai. Non, mais par contre, oui, il y a quelque chose. Ok. Ouais, il y a quelque chose de franco-belge. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être pas de la même manière que tu veux le dire, mais ok. Ben, je les trouve boring as fuck. Ça pourrait sortir de Kid Paddle, quoi. Non. Ouais, plus, oui, pour le coup. Ouais. C'est un bloc. Allez, scène numéro 7. Voilà que les 3 limaces déposent le groupe dans la fameuse ville Rose et le met à l'isolement. D'après Prof, c'est ce qu'il aurait fait en rencontrant une nouvelle espèce. L'isoler le temps de vérifier ses germes, puis vérifier à quel point elle est intelligente. Et d'après Spock, les limaces sont télépathes. Il perçoit quelques impressions, mais rien de concret. Mais, d'après lui, ils sont aussi distants de nous, en tant que civilisation, que nous le sommes des fourmis. Tan, tan, tan. À peine rencontrés, il sait qu'ils sont extrêmement intelligents. C'est bien l'observation de Spock. Comment on dit le... Bon, bref. Ouais. La déduction. Ouais, voilà. Bien vite, la théorie du zoo ou de la ménagerie arrive. Et on rajoute que... Quoi ? J'acquiesce. Ah, d'accord. Non, mais la première fois que tu avais vu cet épisode, est-ce que ça t'était venu à l'esprit de suite, The Cage, The Menagerie, tout ça, ou non, pas du tout? Tu t'en rappelles pas? À ce moment-là, je sais pas, mais après, dès qu'ils sont en prison, oui, évidemment. Mais parce que c'est quelque chose, c'est pareil, hein, c'est un trope assez régulier de la science-fiction. On l'a aussi dans Rick et Morty. C'était fait exprès dans Rick and Morty. Et dans The Orville. Et dans The Orville. C'est ouf, ça. Ouais. Ouais, chouette épisode. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement, donc oui, je me suis rappelé très probablement. Je me souviens plus de ce à quoi j'ai pensé, mais ouais. Et puis bon, voilà. Je continue. On rajoute que ce n'est pas parce qu'ils ont confisqué les communicateurs et les phasers qu'ils pensent que Kirk, Spock et Prof sont intelligents. Donc là, ça devient un peu compliqué. Soudain, 3 limaces débarquent et remportent le groupe ailleurs. Scène numéro 8. Les limaces déposent le groupe dans une nouvelle zone. Mais en chemin, nous pouvons observer plein d'animaux exotiques savoureux. Oh, Pokémon. Pokémon. C'est Sean qui... J'adore cette scène. J'adore cette séquence. Ils sont dégoûtés. Maquel, il est dégoûté. J'adore la séquence avec les bestioles bizarres. Oui, je pensais que tu parlais de la suivante. Oui, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment Pokémon. C'est le deuxième, là. Ça, là? Ouais. C'est un quoi? C'est un Torpicos, un truc comme ça. Je dis de nom. Rhinoval, Rhino-cheval, Rhinoval. Ou Ricorno. Ah non, il a pas de corne. Rhino Rock. Ça, c'est vraiment chelou. Ça c'est un mélange d'algues, de champignons. Sans contexte, tu penserais que c'est un Pokémon. Comment il attaque?
Je sais pas, je trouve que c'est presque trop bizarre pour un Pokémon. Comment il attaque? Il y a un Pokémon, c'est genre littéralement un poisson cœur, quoi. C'est un cœur avec une bouche, quoi. Genre, tu me demandes comment il attaque. C'est quoi cette question? Pistolet à eau. Ok, bon, allez. Et donc, ils sont déposés dans une nouvelle zone, machin, savoureux. Dans la nouvelle zone, c'est confirmé, c'est un zoo. Bien vite, ils tombent sur Markel et son groupe. Enfin, ils expliquent que 3 sont morts ou ont disparu et une est souffrante, mais on ne peut pas la soigner. Prof, fonce la voir. Markel, donc, explique qu'il a essayé de s'enfuir, mais rien ne fonctionne. Qu'ils essaient de communiquer avec les limaces. Elles ne répondent que par un frémissement. Par contre, il pense qu'elles lisent dans les esprits, car le lieu est parfait pour eux. Kirk ordonne à Spock d'entrer en contact avec les limaces. Alors, les limaces se moquent de Spock, ce qui vexe tout le monde. Ça, c'était marrant. Quand il leur parle, il dit « Venez à moi, petite limace », et puis elles se mettent à frémir. Il raccroche et il dit « Je crois qu'elles se sont foutues de ma gueule. » Je trouve ça génial. C'est assez... c'est marrant. Bon, bref. En plus, je pense que c'est inspiré de vraies scènes de zoo. Exactement, quand tu regardes un chimpanzé. Ouais, et puis qui fait des trucs qui font un peu humain. Ouais. Ça fait rire. Et je pense que vraiment Ouais, je pense que ça part de là. Ouais. C'est ouf. Je continue ou vous voulez dire des choses sur ça? Moi, c'est un concept qui est, effectivement, comme on a dit, on l'a vu ailleurs, et y compris dans The Ménagerie. Parce que, The Cage n'avait pas encore été diffusé à l'époque. C'était encore planqué dans le fond des tiroirs, mais comme ça a été diffusé un peu à travers The Ménagerie, le concept, on l'avait déjà, donc c'est un peu une redite, quelque part. Mais ce que je trouve intéressant dans cette variante, c'est que ils n'ont pas vraiment conscience que c'est pas vraiment des animaux qui sont dans une cage. Et ça change quand même par rapport à The Ménagerie, où ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Voilà, ils savaient que c'était quand même des êtres sentients. Enfin, même intelligents. Scène numéro 9, pardon. À l'intérieur, Prof indique que la 3e membre d'équipage a attrapé une maladie du genre de la malaria suite à une piqûre d'insecte. Kirk établit un plan pour récupérer la trousse de soins lors de la prochaine livraison de provisions. Spock demande alors à Prof de se concentrer sur le fait d'aider la navigatrice. J'ai trouvé ça intéressant, le coup de la piqûre d'insecte, parce que ça rappelle que voilà, ils sont pas sur Terre, ils n'ont pas de vaccin, enfin voilà, ils n'ont pas l'immunité. Je sais pas si ça a été poussé à ce point dans la réflexion lorsque ça a été fait, mais moi je trouve ça cool, ce petit rappel de voilà, prends-toi ça dans la tronche, Prometheus. Scène numéro 10. Les limaces ont apporté des fruits. Mais c'est pas ça qu'on voulait, râle tout le monde. Alors Spock suggère de se concentrer sur la trousse de soins et rien d'autre. Une des limaces fait ce qu'il faut et donne la trousse à Prof. Cool. Il a l'air dubitatif. Oui. Non, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Non, le Bones. Le Bones, oui. Ouais, ou blasé, ouais, je sais pas trop. Hey. Bon, ça me fait rire les tranches quand ils essaient de se concentrer là. Rajoute des rayons au-dessus des... Bon, bref. De la fumée qui sort. Ouais. Je concentre les neurones. C'est le Spidey Sense. Scène numéro 11. Retour à l'intérieur. Non, j'ai déjà dit. Ah ben non, si. Retour à l'intérieur, alors qu'on était déjà... Bon, bref. Alors que Prof soigne la navigatrice, Kirk dit qu'il va tenter de s'enfuir le soir même. Mais Spock est terriblement sceptique à ce propos. Scène numéro 12. Un petit peu plus tard, Spock raconte que les femmes limaces trouvent les humains moches et que les bébés ont peur des humains.
blabla, blabla. Comment contacter l'Enterprise? Spock propose que quelqu'un fasse semblant d'être malade et tout le monde pense au communicateur. Et ouais, ils sont malins. Scène numéro 13. Le plan est mis en place et il fonctionne. Ni une ni deux. Kirk chope le communicateur et appelle Scotty à la téléportation. Mais Scotty se focalise sur le communicateur qui vient d'être pris par une limace et il téléporte la limace à bord. Oh oh. Je trouve ça tellement troll. Quel tocard ce Scotty, mais il s'est pas rendu compte que c'était pas des humains qui téléportaient. Enfin, je comprends pas. Le bébé limace géant de l'Enterprise, de l'espace qui se retrouve dans l'Enterprise. Voilà. Donc oui, on nous a bien dit que c'était un enfant, un bébé même. Mais bon, voilà. Ça me choque pas trop le coup du communicateur. Ça arrive souvent que c'est pas la première fois que ça arrive dans la série originale qu'on demande explicitement à Scotty de téléporter en se basant sur le signal du communicateur. Donc donc du coup ça me choque pas tellement, même si là ça lui a pas été demandé explicitement. La masse qui téléporte quand même, c'est pas. Oui, à moins que le groupe se soit collé les uns aux autres. 6 humains là, tu sais. Je sais pas. Je trouve ça étrange. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je sais pas. Moi, je me dis qu'il y a peut-être un souci du fait qu'il y ait beaucoup trop de formes de vie différentes au même endroit, ou j'en sais rien. Tu sais, un peu le type de raison qu'il y a justement quand ils disent base-toi sur le signal du communicateur. Ça peut marcher. Non, mais en plus, surtout que peut-être que le plan de Kirk, c'était d'être télétransporté lui uniquement, et puis d'arriver et de dire on pointe à tel endroit et on prend les formes de vie humaine, ou d'apporter des informations, ouais, peut-être que. Ouais. Bon, bref. Non, mais puis ça mène une scène, en effet, assez rigolote, un peu chaotique, sur le coup. Scène numéro 14. Sur la planète, les adultes limaces sont inquiètes, puisque ce sont des limaces. Et Kirk se prend une décharge mentale de ouf. Pendant ce temps, l'enfant à bord de l'Enterprise a capturé Scotty et fait n'importe quoi. Mais alors que Kirk se fait attaquer mentalement par 5 limaces, le bébé et Scotty se téléportent sur place. Là, voilà, en 2 phrases, j'ai résumé quelque chose qui est assez long dans la scène. Elle est assez longue, mais bon, je savais pas trop comment résumer ça. C'est cool. Les attaques psychiques. On voit juste avant qu'on revienne sur Kirk et les autres que ils arrivent à avoir Scotty et le bébé, ils ont un semblant de début de communication, donc du coup ça amène un petit peu le fait qu'ils vont réussir à se comprendre, et ça explique qu'ils vont se téléporter après, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt pas mal fait, je trouve ça rigolo. Enfin, moi, ce qui me fait éclate, c'est vraiment la scène où Scotty il arrive avec le bébé limace qui le tient par la taille comme ça. Reculez tous, tout va bien. Ouais, voilà, allez-vous-en, c'est bon. Il est pas méchant. Ah bon? Il y a le truc quand même où il fait une bêtise, quand même, le bébé limace, parce qu'il trouve ça rigolo d'être à bord d'un vaisseau spatial et il se dit tiens, on va aller visiter l'univers avec. C'est malin. On le comprend, c'est un peu dit sans trop d'explications, mais on voit qu'au départ, il prend le contrôle du vaisseau, quoi. Oui. Parce que c'est un bébé limace, mais c'est un bébé limace de l'espace super intelligent, donc en fait, il doit être au moins aussi intelligent qu'un officier Starfleet. Même plus, apparemment. Ouais. Et donc, du coup, il a aucun problème à prendre le contrôle de l'Enterprise, quoi. Donc, c'est assez marrant aussi, ça. Voilà. Scène numéro 15. Scotty raconte ce qu'il s'est passé. Bien qu'enfant, la limace a des capacités très élevées. Elle a lu dans les pensées de Scotty et a pris le contrôle du vaisseau. Il a réussi par la pensée à la convaincre qu'il n'était pas un jouet et qu'il fallait aider ses amis. Les adultes entrent en contact avec Spock et lui indiquent qu'ils ont compris tout, la Fédération, Starfleet, etc., etc. Tout va bien. On demande à l'Enterprise de téléporter tous les humains à bord. Scène numéro 16. Sur le pont, Markel se plaint de n'avoir rien appris. Et ouais, alors qu'il est scientifique.
Kirk dit qu'ils ont appris à ne pas s'approcher de ce qui ne les regarde pas. Bof. Scène numéro 17, blague finale. Spock reçoit un message télépathique. On sera les bienvenus dans 20 ou 30 siècles. Les leurs ou les nôtres de siècles, demande Kirk. Les leurs, mais il va me falloir du temps pour calculer combien d'années ça représente. Bah, ce sera plus notre problème depuis longtemps. Ah 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 ah. Fin de l'épisode. Alors, les limaces de l'espace s'appellent des lactrans, du nom de leur planète Lactra. Lactose. Pardon. Lactra 7. Voilà. J'ai fait une blague, mais elle était nulle, désolé. Je trouve intéressant ce côté de... On a à nouveau la réflexion de... On pourrait croiser, si on explore l'espace, le cosmos, on pourrait croiser des espèces intelligentes tellement différentes de nous, qu'on ne se verrait presque pas. Là, en l'occurrence, les humains ont suffisamment d'intelligence pour se rendre compte que que les lactrans sont intelligents, et les lactrans finissent par se rendre compte que les humains sont intelligents, mais ça aurait pu être des espèces qui, tu vois, et je trouve ça intéressant de faire ça d'une autre manière que la manière de Lovecraft. Lovecraft explique bien que les créatures qu'il a créées, les Cthulhu, les Nyarlathotep, tout ça, ont une telle vision de la vie différente de nous qu'ils ne nous considèrent même pas. C'est-à-dire qu'ils ne nous voient même pas. Ou quand ils nous voient, c'est comme des fourmis, comme les lactrans avec les humains, puisque les humains par rapport aux fourmis, et etc. Et j'ai trouvé ça cool d'aborder ce sujet d'une manière positive, puisque on finit quand même par y arriver. C'est chouette, quoi. Mais c'était un peu ennuyeux. Il y a un truc sur lequel je suis un peu, je sais pas comment dire, ambivalent par rapport à cet épisode, c'est que, comment dire, ils ont des os, quoi. Je sais pas comment dire, mais les zoos, c'est très sympa, on y va en famille, on voit plein d'animaux différents, mais le problème, c'est que souvent, ils sont dans des espaces qui sont trop petits pour eux, ils sont pas super bien traités, il y a des tas de problèmes avec les zoos. Ils sont dans des environnements, ne serait-ce que pour le climat, qui sont pas du tout ceux dans lesquels ils ont évolué, donc ils peuvent être gênés par le froid ou par le... Ah non, chaque zone est ultra tempérée. Ça dépend des zoos. Ah non, mais dans celui-là. Ah oui, mais justement, et c'est là où je suis ambivalent, c'est-à-dire que ils ont encore des zoos, donc il y a encore un peu ce côté-là, mais c'est un zoo du futur où les enclos sont immenses. Genre, ils font plusieurs kilomètres avant d'arriver jusqu'à l'endroit où les lactrans vont pour regarder les c'est animaux. Parce que... Et on nous confirme bien que, vu que c'est le cas pour les humains et qu'ils traitent les humains comme les autres animaux, que leur environnement leur fournit parfaitement tout ce qu'ils ont besoin. Et donc du coup, je suis un peu partagé entre ce côté de dire, tu vois, ils pourraient laisser les animaux tranquilles sans avoir à les déplacer d'une planète vers une autre et tout. Et en même temps, ils le font bien. C'est pas parce qu'ils sont intelligents qu'ils sont éthiques. Oui, c'est vrai. Et... C'est vrai, mais ils ont l'air de l'être, puisque quand ils se rendent compte que finalement, ils sont quand même... Les humains sont vaguement plus évolués que des animaux de base, ils les libèrent, quoi. On est en train de fermer nos zoos et pour les transformer en réserves naturelles maintenant. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Le concept du zoo que nous, on a connu quand on était plus jeunes, je pense, est en train de disparaître de plus en plus parce que c'est plus des centres de conservation maintenant. Ouais. Le zoo se doit d'être engagé dans la conversation, dans la conservation de telle ou telle espèce, quoi. Et pour les défendre, il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses pour maintenir des populations qui sont comme très diminuées de certaines espèces. C'est sûr que là, dans l'épisode en particulier, ils ont trouvé des humains random, ils les ont capturés, quoi. Ils n'ont pas l'air d'être vraiment soucieux du fait que ce soit une espèce en voie de disparition. Ouais.
Juste, malgré ce qu'on vient de dire, Sean, et je suis d'accord avec toi, il y a qu'à voir, à côté de chez moi, il y a le zoo de Plaisance du Touche, un des plus gros zoos du Sud-Ouest, qui se transforme vraiment, je l'ai vu en 20 ans, se transformer de zoo safari classique à de plus en plus réserve avec des enclos de plus en plus vastes et des sélections d'animaux plus pertinentes. Néanmoins, on le voit pas sur mon écran, désolé. J'ai appris aujourd'hui que le zoo de Montpellier avait gazé la moitié des animaux de son zoo, soit 200 chauves-souris qui ont été tuées sans le moindre motif médical, simplement parce que la serre dans laquelle elles était vétuste. Lorsque ils ont essayé de les replacer, ils en ont replacé 80 et 50, et il en restait 200, et plutôt que d'attendre de les placer, ils les ont tués, tout simplement, là, cette semaine. Ce qui est quand même affreux, quoi. C'est un truc... Bon, bref. Je pense pas que les Lactrans feraient ça. Voilà. Bon, donc intelligence et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Éthique. Éthique. D'ailleurs, l'éthique, les zoos, les animaux, les puces, tout ça. Voilà. On a une très belle planète pour finir. Toute bleue. Il y a beaucoup de lacs. Voilà, c'était chiant. Il était nul cet épisode. Je suis désolé. Il était super lent. C'est vite fait rigolo de voir les monstres. Tu l'as trouvé lent, toi ? Je l'ai trouvé dynamique, moi, au contraire, parce que justement, tu as un peu tout le début avec la téléportation, la planète, les monstres, les petits échanges, les petits tirs de phaser, les différents environnements. J'ai trouvé que ça bouchait quand même pas mal, non ? Qu'est-ce que tu en as pensé, Sean, de ça, au niveau du rythme ? Il est vraiment scindé en deux pour moi. Genre, il y a vraiment la partie avant qu'on arrive avec les limaces qui capturent les gens, puis il y a la partie après. Et oui. J'ai trouvé que c'est correct. Là, c'est rythmé. Ça bouge autant que ce qu'un épisode TS bouge. J'ai pas vraiment de problème avec. Moi, je suis assez fan du concept d'humain dans un zoo. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce concept. Donc, quelle que soit la série qu'il fait, j'aime l'épisode. Ça me fascine. J'aime penser que, tu sais, genre, je sais pas pourquoi j'aime cette idée, mais fait que ça, peut-être que ça m'aide un peu. J'aime beaucoup aussi les bestioles qu'on voit tout le long de l'épisode, même si je me moque, je dis que c'est des Pokémon, je les aime tous. Ouais, ils étaient cool. Donc, c'est sûr que moi, au niveau du rythme, je sais pas si ça bouge bien ou c'est juste parce que chaque élément que moi je vois, tu sais, moi, ça me parle un petit peu plus quand même. J'aime voir ces espèces-là, donc peut-être que... C'est sûr que moi, si c'était moi, je ferais une série Star Trek juste basée sur la faune et la flore, quoi. Ah oui, c'est vrai. Je voudrais explorer la faune et la flore de différentes planètes. Donc moi, tu sais, fais une série sur le zoo du sans lactose, là, puis on le suit, quoi. Genre, mais... Le zoo sans lactose. Je voudrais juste te donner l'occasion de nuancer un truc que tu as dit. Il y a eu des zoos avec des humains dedans sur Terre. Oui, notamment à Paris, oui. Je pense pas que ceux-là, tu les apprécies tant que ça. Non, je n'en ai jamais entendu parler, mais j'ai comme une vague impression que c'est pas vraiment la même chose. Les premières personnes noires se sont souvent retrouvées enfermées. Non, c'est pas vrai. Si, à Paris, il y a eu des expositions... c'était la découverte. Hein. Ok, je pensais que vous étiez en train de me parler de comme genre d'œuvres d'art chelou. Non, c'était pour montrer les... Alors, John Lennon aussi, mais bon... Pour montrer les indigènes des colonies, ouais, tu avais des zoos humains, en fait, dedans. Voilà, le truc bien raciste, tu vois, d'un bon niveau, quoi. Tu vois, il y a vraiment du... le racisme... La compétition, quoi. Ouf. Bref. Ok. On a oublié de mentionner... Tu n'étais pas au courant, Non, j'étais pas au courant. J'aurais bien aimé ne pas être au courant non plus, je te le dis. Mais bon. À quel point genre, ma naïveté vient... là, c'est sûr que peut-être ma conversation est différente parce que j'ai une femme, j'ai une fille, mais vous allez voir où je m'en viens.
quand j'étais plus jeune puis que je regardais TOS, je me disais, pourquoi le gars il veut quitter son zoo, quoi? Genre, tu sais, on lui donne des conditions genre de survie qui sont fantastiques, tu sais, genre il a droit à du décor qu'il veut, etc. Tu sais, tu peux vivre ta vie tranquillement dans ton zoo, quoi, tu sais. Oui, mais en sachant que c'est un mensonge. Je veux dire... Toi, t'aurais choisi. Dit oui. Je veux dire, oui et non. Qu'est-ce qu'un mensonge vraiment? Je veux dire, est-ce que c'est juste parce que tu le sais que... La matrice. Si tu sais que tu es branché à la matrice, tu te débranches. Ouais, c'est ça, tu sais. Ou est-ce que tu continues? Je veux dire, tu sais, si on te laisse tranquille là-dedans, puis que, tu sais, il n'y a rien de méchant, il n'y a pas de problème. Tu sais, être dans le zoo de limaces, là, est-ce que c'est vraiment une mauvaise vie? Comparé à la vie que tu as en tant que citoyen de la Fédération, je pense que oui, c'est une mauvaise vie. Maintenant, comparé à la vie que tu as en tant qu'humain du 21e siècle, la question se pose un peu plus. Attention, ça dépend. Parce que toi, tu vas parler de citoyens de la Fédération, par exemple, sur Vulcain ou sur Terre, mais la Fédération est énorme. Il y a clairement des planètes qui n'ont pas accès aux mêmes ressources que Vulcain. C'est cher. Free Cloud de Picard, là, cette espèce de planète abominable, ça fait partie de la Fédération. Ça. Non, mais ça compte pas, ça. Non, mais même, tu comprends ce que je veux dire, il y a des planètes qui sont quand même abominables, qui n'ont pas accès aux mêmes ressources. Est-ce que... Tu sais? Oui, je pense que quelqu'un qui vit, par exemple, dans les colonies minières de l'épisode avec Mud dans TOS, là, où il leur vend des nanas, là. Je pense que ceux-là, je pense qu'ils n'hésiteraient pas trop à rester dans le zoo des... dans le zoo d'Electran. Encore que je sais pas trop parce qu'ils sont là par avidité, vu qu'ils minent, ils veulent devenir riches. Mais oui, je pense qu'il y a clairement des colonies un peu éloignées de la Fédération au 23e siècle, en tout cas, où la vie est pas top. Mais tu vois ce que je veux dire? Si une espèce comme Talos, ils sont capables de générer la richesse que tu veux, ils sont capables de te générer l'espèce de vie que tu veux, même si c'est une illusion. Si tu vis toute ta vie puis que tu meurs à la fin, genre, qu'est-ce vraiment qu'une illusion? Juste une illusion. Ok, et ta fille dans tout ça? C'est pour ça que je dis que c'est très différent, parce que maintenant je suis marié, j'ai une fille. J'ai un enfant, j'ai une famille, etc. Si j'étais tout seul, j'aurais pas le même discours. Comme si là, tu me demandes est-ce que tu irais sur Mars? Non, j'ai une famille. Si j'étais tout seul, tu me dis est-ce que tu vas aller sur Mars? Oui, je m'en fous. Tant je meurs, mais ce serait cool d'essayer. Donc, ma philosophie a changé maintenant depuis. Nos points de vue changent. Moi seul, si c'est avec Elon Musk, je vais pas sur Mars. Hein. Si, tu y vas et tu le pousses. C'est pas avec lui que j'irai. Je fais pas que j'ai confiance. Non, mais il serait capable d'ouvrir un zoo sur Mars. Oui, avec des humains dedans d'ailleurs. Regardez mes beaux terriens. Ah ok. On a oublié de dire ce que Marguerite nous a demandé de dire à propos de la scène finale. Tu l'as noté, Thierry, ou pas? Pas du tout, mais je m'en rappelle à peu près. D'accord. Il y a une différence entre la version originale et la version française, où Scotty dit au revoir en fait au petit Lactran, là, au bébé Lactran. Et je sais plus trop comment il tourne, mais c'est un truc assez basique, quoi. C'est Scotty, quoi. Il dit au revoir petit ou un truc comme ça. Et dans la VF, le comédien de doublage s'est senti d'improviser, je pense. Hein. Je suppose que c'est ça. Et il rajoute ne joue pas avec les allumettes. Voilà. C'est bien. Il s'est dit il faut que les enfants sachent qu'il ne faut pas jouer avec les allumettes. Voilà. Peut-être que c'était, je sais pas. Ouais, peut-être que c'était un message à caractère informatif. Voilà. On en a fini. On a quand même fait 1 heure. Quoi. J'avais dit on fait une demi-heure max, mais non, il a fallu que vous parliez. En plus, j'ai envie de te lancer un peu des news, parce que quand est-ce que ça sera diffusé celui-là? On ne sait pas. Fin novembre, je crois. En tout cas, au moment où on se parle de Strange New World saison, je pense 3 qui est en train de sortir. Ouais, il y a aussi on a les premières images puis trailers, etc. pour Starfleet Academy. Ouais, juste pour que les gens soient tenus au courant. Je sais pas, Marguerite, elle aime les nouvelles séries ou pas du tout?
Aucune idée. Je n'ai pas l'impression qu'elle suive beaucoup. De toute façon, je crois que je suis même pas sûr qu'elle ait fini de faire Discovery. Nous sommes diffusés première semaine de novembre. Ça sera déjà sorti, non, à ce moment-là? Strange New World. Strange New World, oui. D'après moi, oui. Oui, mais ça a déjà commencé, non, Strange New World? Oui, ça a déjà commencé. Ouais. Il y a déjà plusieurs épisodes qui sont sortis. Starfleet Academy, je sais pas. Starfleet Academy, je sais pas quand. Et sinon, je voulais parler de quelque chose qui est assez particulier. Il y a un site internet qui est comme en alpha en ce moment ou en bêta, qui s'appelle Showrunner, où tu peux globalement, je pense que ça passe par Discord, mais tu peux écrire toi-même ta propre série. Fait que dans le fond, genre, c'est de l'IA, évidemment. Tu input comme un script, puis ça te génère un épisode d'une série basée sur le script que tu as input. Et attention, là, il y a Amazon qui se met à investir là-dedans. Et il y a d'autres gros studios qui vont commencer à globalement sous-louer des licences à ça pour que tu puisses écrire tes propres épisodes ou films, etc. de licences qui existent déjà. Ce que je trouve très particulier. Puis je suis très surpris que genre Disney genre, accepte de faire ça. Genre. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, la Paramount le fait aussi. Mais la Paramount... J'ai perdu le fil, moi. Je sais même plus qui est propriétaire de Star Trek maintenant. Il y a eu comme il y avait des rumeurs de... Viacom, CBS, Paramount, là, je sais pas trop. Je sais plus qui est propriétaire de ça, mais tu sais... C'est affreux. Tout est généré par IA. Je voudrais juste vous montrer une chose, une image qui Je sais pas, vous serez à l'aise, vous autres, à aller générer votre propre épisode de Star Wars? Je vois pas pourquoi Non. Non. Juste pour montrer que ça y est, Star Trek arrive bientôt quand même dessus parce que, hop, nous avons ça. Donc, vous voyez à droite. Je sais pas si vous... Qu'est-ce qu'on voit là? Ah, c'est des affiches Star Trek générées par IA, c'est ça? Ouais, une avec un très joli badge et puis bon, quelque chose qui est quelque part entre Alien et Star Trek. Mais voilà, on voit que l'IA génère toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes... Bon, bref. Non, mais bon, c'est affreux. Pour être très franc, à regarder l'affiche que tu nous as montré là, The Prize, qui est générée par IA, ça a ni l'air pire ni l'air mieux que ce que génèrent les créateurs en ce moment par rapport à Star Trek, quoi. Je veux dire. Ça en dit long. On vit dans une saucisse. Starfleet Academy, ça ressemble pas mal à ça, quoi. Ouais, c'est affreux. Bon, bref, allez, on va continuer parce que on va continuer avec une guerre de religion lors de notre prochain épisode. C'est bien bonne ambiance en ce moment. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de djihad. À savoir, je le redirai, mais je le dis aujourd'hui quand même, il se pourrait qu'il y ait un trou dans les diffusions des épisodes. Alors, il n'y aura pas de diffusion en décembre parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un peu moins de vision des vidéos et d'écoute de podcasts. Donc, j'en profite pour gagner du temps et de l'espace et de l'énergie. Et donc, ça reprendra en juillet, mais il y aura toujours en novembre. En janvier. Oui, pardon, en janvier, pas en juillet. Mais il pourrait y avoir un ralentissement en début d'année des enregistrements parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer les prochains enregistrements. Il y a des changements de planning assez drastiques qui sont en cours. Donc, on va terminer la série, mais je ne sais pas dans quel état. Voilà. Si on habitait tous dans un zoo, on pourrait faire des enregistrements quand on veut. Ouais. Avec des micros. On penserait micro, tu vois, et il y aurait des limaces qui nous amèneraient des micros. Merci beaucoup, Sean. À dans 2 semaines. 2 semaines. Et merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. Merci. À dans 2 semaines. Copla.